Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire que nous consacrons aux organismes de formation avec qui la région travaille. L'objectif pour nous cet après-midi est de pouvoir vous présenter les différentes mesures d'accompagnement de la région Bretagne dans le cadre de la réalisation des formations pendant cette nouvelle période de confinement. Je me présente, je ne l'ai pas fait en introduisant ce webinaire. Olivier Gaudin, directeur de l'emploi et de la formation. Je suis à la région Bretagne et je suis accompagné de trois de mes collègues. Michel Bougot, qui est le chef du service territorial emploi-formation. Marie-Hélène Tasse, qui est la chef de service accompagnement des personnes. Et enfin, Julie Baucher, chef du service parcours d'accès à la qualification. Donc, les modalités d'échange et de réalisation de ce webinaire, c'est qu'on va vous présenter les différentes informations qui se retrouvaient dans le premier point sûr qu'on vous a communiqué la semaine dernière, je crois. Et l'idée étant d'éclaircir peut-être certains points de ce document que vous avez pu déjà lire avant ce webinaire et en prendre connaissance. Pas d'échange audio entre nous cet après-midi. On va vous présenter ces informations, mais vous avez un moyen pour pouvoir communiquer avec nous à l'aide du chat. Donc, je crois que c'est la petite icône conversée. N'oubliez pas, lorsque vous envoyez votre question, de l'envoyer à tous les conférenciers et aux participants. C'est important de faire cette manipulation pour que à la fois les conférenciers, donc les participants, puissent avoir connaissance de votre question, mais également nous, et notamment Marie-Hélène, Julie et Michel, on essaiera de modérer les échanges en captant certaines des questions pour pouvoir vous y répondre dès à présent. Mais on captera aussi l'ensemble des questions qui seront posées cet après-midi. On va pouvoir ensuite les retravailler en interne avec les équipes et faire une réponse à l'ensemble des organismes de formation dans un second temps. Voilà sur les questions pratiques. Julie, je te laisse passer la slide suivante. Vous rappelez le contexte général qui nous oblige aujourd'hui à vous faire une information sur nos dispositions. Je pense que vous avez aussi pris connaissance des documents qui ont été donc communiqués au niveau national. On parle bien du décret 2020-13-10 du 29 octobre dernier et du communiqué de presse du ministère du Travail. Je vous invite de toute façon à retourner vers le site du ministère du Travail et sur l'onglet, je crois, Covid-19 formation pour avoir toutes les informations relatives aux normes, à la réglementation en cours au sujet de la formation. Je crois même que le ministère a publié hier ou avant-hier un question-réponse à destination des organismes de formation, des CFA. Donc, j'imagine que vous en avez aussi connaissance. Je le rappelle juste. Les éléments de contexte, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de fermeture administrative des organismes de formation. Donc, l'accueil physique aujourd'hui pour les stagiaires, il est toujours possible. Néanmoins, la formation à distance est la modalité qui doit être privilégiée pour l'ensemble des opérateurs de formation. Il est évoqué que l'accueil physique est toujours possible lorsque cette formation à distance, cette modalité n'est pas réalisable et lorsque par exemple, des personnes qui n'arrivent pas à accéder à la formation à distance pour des raisons donc, par exemple, d'outils, ou bien parce que la formation à distance n'est pas réalisable. On parle bien sûr de tout ce qui se réalise dans le cadre des plateaux techniques. Les stages pratiques en entreprise sont aussi maintenus dans la mesure du possible. On sait qu'on a déjà pas mal de questions à ce niveau-là. Donc, on essaiera d'y répondre, notamment dans le cadre de Qualif Emploi Programme. Donc,
On est par rapport à l'objectif de permettre la formation à distance. L'organisme de formation doit identifier les séquences de formation qu'il va proposer à distance et il peut également adapter la période en entreprise. On y reviendra. La région Bretagne propose aussi quelques facilités de formation à distance. Pour certains d'entre vous, vous aviez accédé à la plateforme qui était mise à disposition par Région de France et la région Occitanie la fois dernière. Donc, il y a toujours cette possibilité qui vous est offerte. Dans le document que nous vous avions transmis, vous trouverez le mail de Lucie Ménard, qui est la chef de projet Innovation Formation de la région, et que vous pouvez contacter pour faciliter cet accès à cette plateforme qui est toujours disponible. Bien sûr, n'hésitez pas à faire remonter toutes vos informations auprès des services, vos questions auprès des services de la région pour évoquer les adaptations que vous souhaiteriez mettre en place autour de la formation à distance. On vous indique qu'il n'y a aucun accord préalable qui est nécessaire, mais n'hésitez pas effectivement à prendre contact avec nous pour faire valoir vos dispositions. Julie, je pense tout à l'heure, tu pourras préciser un peu mieux les informations à ce titre. Et enfin, pour les stagiaires, donc on poursuit le versement de l'aide financière à l'ensemble des stagiaires qui bénéficient d'aide financière de la région. Il y a ce qui est relatif à l'indemnisation de Pôle emploi pendant la formation. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, étant donné que l'activité formation est maintenue en physique ou en distanciel, il n'y a pas de difficulté pour poursuivre le versement de l'aide financière. On stipule, parce qu'on a quelques questions de la part de certains stagiaires, que si le stagiaire abandonne la formation, il n'y a plus d'octroi de l'aide financière. On sait que vous êtes en proximité des stagiaires et que sans doute vous répondez aussi à des questions de leur part. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même cadre qu'au printemps dernier où la région avait décidé de maintenir l'aide financière au moins sur le premier mois, dès lors qu'il y avait un confinement total et que les formations n'étaient pas forcément réalisées. Cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Donc l'activité formation continue se poursuit, l'aide financière est toujours versée. Voilà les informations un peu contextuelles que je voulais vous donner. Je vais laisser la parole aux collègues et notamment à Julie qui va commencer la présentation. On va revenir sur les principaux dispositifs de formation de la région, que ce soit Qualif Emploi Programme, mais également Prépa, la gamme Prépa en parlant de Prépa Projet et de Prépa Avenir. Marie-Hélène évoquera le Qualif emploi individuel et également les particularités autour de l'aide financière. Et Michel Bougot évoquera aussi les dispositions qui sont plutôt simples autour des actions territoriales et qui font l'objet d'un mode subvention au centre de formation. Voilà, merci pour votre attention et je laisse Julie démarrer la séquence pédagogique autour de Qualif emploi programme. Oui, bonjour à tous. Donc, sur Qualif Emploi Programme, quelques précisions en déclinaison des grands principes que Olivier Godin a présentés. Donc, évidemment, proposition de pouvoir faire de la formation à distance, puisque c'est l'orientation principale. Et à ce sujet, puisque vous savez que pour l'instant, dans les cahiers des charges de Qualif Emploi Programme, il y a un taquet maximum de 30% de formation à distance pour un parcours de stagiaire. Eh bien, nous avons prévu de vous adresser un avenant au marché, un avenant à l'ensemble des marchés qui concernent le CCAP et le CCDP et qui vont permettre de lever cette limite de 30% de formation à distance qui permettra d'en faire plus, notamment pour tenir compte des situations que l'on rencontre aujourd'hui avec un confinement et une demande d'augmenter la formation à distance. Alors, quelques précisions parce qu'on profite un peu de cet avenant pour préciser les choses sur la formation à distance. On s'inscrit bien dans le cadre réglementaire actuel, c'est l'article du Code du travail et des précisions qui avaient été apportées dans la loi du 5 septembre 2018, donc qui donne des définitions autour de la formation à distance. On vous l'a rappelé dans le point sûr, j'y reviens pas en détail.
Et on a également précisé les modalités de certification de réalisation de la formation à distance, puisqu'en fait, il faut pouvoir justifier auprès du financeur le fait que cette formation à distance ait bien eu lieu. Donc, on vous propose la mise en place d'un certificat de réalisation qui s'inspire très largement de celui qui a été mis en place au niveau national, puisque vous retrouverez ce modèle de certification sur le site du ministère du Travail. Et effectivement, on va essayer de fonctionner de la même façon. Vous produisez ce certificat, vous conservez de part vers vous l'ensemble des preuves, tout élément probant, comme le dit la loi, qui permet de justifier à terme. Mais en tout cas, pour nous, on fonctionnera avec un certificat de réalisation qui sera en fait sous une forme de parallélisme des formes par rapport aux émargements. La formation en présentiel est émargée, vous nous envoyez les émargements. La formation à distance est certifiée via ce certificat de réalisation et le volume d'heures, et vous nous l'adressez au même titre que les émargements. Concrètement, les heures sont saisies dans le logiciel Parcours et elles sont payées au coût horaire du marché. On additionne les heures présentielles émargées et les heures à distance validées par un certificat de réalisation. Donc, dans l'outil Parcours, vous saisissez bien à distance dans la colonne à distance et en présence, en heure centre, pour les heures présentielles. Donc, sur ces éléments très pratiques et très concrets, on vous proposera avec le pôle gestion du SPAC un exemple de certificat de réalisation pour vous permettre de voir un petit peu ce que l'on attend, et puis un petit complément technique à la notice qui vous permettra de bien voir comment saisir dans l'outil, comment facturer et qu'est-ce que l'on doit envoyer avec la facture dans l'outil Chorus. Donc, on reviendra ultérieurement vers vous avec ces éléments beaucoup plus pratiques. Petit point de précision concernant Qualif Emploi Programme, bien comprendre que l'arrêté du président, du président de la région Bretagne, qui avait été pris lors du précédent confinement en date du 16 avril 2020, ne s'applique plus. C'est effectivement, on n'est plus dans ce cadre-là. On ne peut plus l'appliquer sur des paiements forfaitaires comme on l'avait fait. Donc, tout ce qui a pu être demandé au titre de Qualif Emploi Programme dans le cadre du premier confinement ne vaut plus aujourd'hui. Donc, on repart sur quelque chose de différent et quelque chose qui s'inscrit pleinement dans les cahiers des charges actuels avec l'avenant qu'on va faire passer et qui nous permet de faire de la formation en présentiel et à distance. Donc, autre précision, Olivier en a parlé en introduction, la plateforme LMS qui avait été mise à disposition par Occitanie dans le cadre d'un partenariat avec Région de France, elle est toujours active. Donc, à titre d'information, elle permet quand même de déposer toutes les activités pédagogiques, de communiquer avec les stagiaires. Et comme toute plateforme LMS, elle permet aussi d'apporter les preuves de réalisation de formation à distance. Donc, elle est toujours, et c'est toujours possible de demander l'usage. C'est open source, donc c'est totalement gratuit pour l'organisme de formation. Et la région Bretagne, au travers Lucie Ménard, chargée de mission, propose aussi un accompagnement technique pour pouvoir faire tous les accès, les connexions nécessaires à cette utilisation-là. Donc, à la fin du point sûr, vous avez ses contacts et son mail, donc vous pouvez effectivement prendre contact avec elle. Alors, une diapo particulière sur les périodes en entreprise, parce qu'on sait que dans le contexte actuel, c'est un point un peu d'achoppement. On a des retours de part et d'autre sur des difficultés à envoyer les stagiaires en période d'entreprise. Donc, dans la mesure du possible, on vous demande de les maintenir au maximum. Néanmoins, on propose quelques adaptations et quelques souplesses qui peuvent permettre de gérer des situations parfois un peu difficiles. Alors, la première, c'est qu'effectivement, la durée type en entreprise que vous aviez prévue initialement dans votre offre marché et que vous aviez déposée au moment de la consultation, elle peut être réduite. Vous aviez peut-être prévu 200, 250 heures en entreprise. Si le référentiel de certification permet de faire moins d'heures, effectivement, vous pouvez réduire ce volume d'heures en entreprise. Si c'est compliqué de faire beaucoup de périodes en entreprise, on va en faire un peu moins, à condition bien sûr que ça ne soit pas bloquant pour la certification.
Autre point, le calendrier tel qu'il avait été prévu initialement, vous aviez peut-être prévu deux périodes d'entreprise, une à l'automne, une au printemps, peu importe. Si besoin est, vous pouvez modifier ce calendrier. Peut-être qu'il vaut mieux faire une séquence pédagogique qu'on avait prévue en janvier, la faire maintenant et puis reporter la période d'entreprise en janvier. On ne sait pas, on peut quand même espérer des jours meilleurs. Enfin, en tout cas, vous avez toute latitude pour modifier ce calendrier interne de période d'entreprise. Les stages peuvent bien sûr être réalisés à distance. On avait déjà eu quelques cas similaires lors du premier confinement. Dès lors que le suivi peut être fait par le tuteur en entreprise et par le formateur dans le centre de formation, il y a tout à fait possibilité de faire les stages en entreprise à distance. Et on sait que dans certains métiers, ça peut s'y prêter un peu plus facilement. On a toujours la possibilité d'accueillir un stagiaire qui n'a pas trouvé de stage entreprise, de l'accueillir en centre de formation. Il y a un article dans le CCTP du cahier des charges de Qualif Emploi qui le prévoit. Donc là aussi, ça peut peut-être être ponctuellement, s'il y a un stagiaire sur un groupe de 10-12 qui n'a pas trouvé de période en entreprise, plutôt que de les laisser isolés sans rien, peut-être on peut l'accueillir en centre de formation et trouver quelques supports pédagogiques à lui proposer en présentiel ou à distance en fonction. Là aussi, ce sont des adaptations ponctuelles que vous pouvez faire. En dernier recours, on a prévu la possibilité que la formation puisse être suspendue si jamais vraiment une période en entreprise ne peut pas du tout être réalisée par l'ensemble des stagiaires. Par contre, on l'a limité, contingenté sur une durée maximum de 15 jours parce qu'effectivement, cette limite nous permet de ne pas avoir d'impact sur l'aide financière versée aux stagiaires. Donc, peut-être Marie-Hélène, si tu veux évoquer ce point-là ou y revenir plus tard. Tu n'as pas ton micro, je crois. Bonjour à tous. Oui, je veux bien compléter maintenant. En fait, donc, comme l'on dit tout à l'heure, l'aide financière va être maintenue en fait pendant cette période de confinement, puisque la formation elle-même continue son déroulement. Voilà. Ceci dit, on a quand même laissé la possibilité que si vraiment il n'y avait pas de possibilité pour vous de maintenir l'activité, que ce soit voilà, plutôt en entreprise, de pouvoir continuer à verser l'aide financière si la période d'arrêt ne dépassait pas une quinzaine de jours, sachant que dans ces conditions, ça n'a pas d'incidence en fait sur le calcul de l'aide financière ni sur le nombre de versements. Donc voilà la possibilité qu'on offre à ce niveau-là. Merci. D'une manière générale, dès lors que vous rencontrez des situations particulières, vous pouvez effectivement contacter les services de la région, les responsables de dispositifs de formation. On essaiera de voir, selon toutes les situations et tous les cas possibles, ce qui peut être envisagé. Voilà, ce sont un peu des pistes possibles d'adaptation, à voir après au cas par cas ce que ça peut donner. Alors voilà, je passe pas après. Alors peut-être sur le qualifiant, je ne sais pas si Marie-Hélène, tu as repéré quelques questions. Alors, il y a des questions sur l'attestation pour les périodes en entreprise. Est-ce que l'organisme doit faire une attestation pour confirmer que la personne est bien en formation par rapport à la question de l'attestation dérogatoire de déplacement qui est demandée dans le cadre du confinement? Donc, a priori, oui, vas-y. Oui, je pense qu'on reprécisera peut-être après la réponse, mais il me semble que dès lors qu'il y a une convention de stage entre l'entreprise, le stagiaire et l'organisme de formation, ça doit permettre de faire office d'attestation de déplacement similaire à celle d'un employeur. Après, je ne sais pas, Marie-Hélène, si tu as un autre... Non, mais j'aurais dit à peu près la même réponse. Effectivement,
l'engagement l'attestation du centre de formation, ça va équivaloir en fait à une attestation d'employeur disant que la personne doit bien aller en entreprise et qu'il n'y a du coup pas de besoin de remplir une autre attestation. Après, on va vérifier ces informations-là, mais c'est vrai qu'on est sur des choses qui ne sont pas forcément précisées aujourd'hui de cette manière-là. Sur l'interruption de dette financière, quand on parle de 15 jours, on parle de ces 2 semaines entières en fait. Hein. Donc voilà, on va compter tous les jours. C'est les règles qui sont quasiment applicables déjà dans le règlement hein, sur ces notions de quinzaine de jours. Voilà. Question aussi autour du alors, stage en entreprise à distance. Julie, je crois que tu avais évoqué ça aussi à un moment donné. Est-ce que finalement un stage peut être réalisé à distance, si je comprends bien la question? Oui, 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 effectivement, un stage entreprise peut se faire à distance. Nous, la seule réserve, en tout cas la seule précaution que l'on vous demande, c'est de s'assurer qu'il y a bien quand même un tuteur pour le stagiaire, que les missions qui vont être réalisées à distance sont bien définies en lien avec l'entreprise et que le trio stagiaire-tuteur formateur qui suit le stagiaire fonctionne bien et que l'ensemble est assez structuré. Mais moi, pour nous, il n'y a aucune difficulté à ce que le stage entreprise soit fait à distance. Ok. voilà. Il y a une question aussi pour les personnes qui sont en formation, donc qui sont détenues sous main de justice par rapport à un arrêt total des formations. Voilà, quelles sont les possibilités d'aide, j'imagine, pour les organismes et puis à voir aussi pour les stagiaires. Donc ça, je pense que c'est des situations qu'il faut qu'on regarde au cas par cas. Donc on verra avec les organismes et les centres pénitentiaires en question de voir quelles solutions on propose sur ces situations qui sont plutôt particulières et dérogatoires au mode de fonctionnement. Alors simplement dire par rapport à ce cas de figure, ça correspond à certains marchés hein, pour la région Bretagne. On est en relation avec Région de France et la direction d'administration pénitentiaire au niveau national parce que finalement on a appris cette information en même temps que les centres de formation et donc finalement on subit également, alors les stagiaires, donc les détenus subissent et les centres de formation cette situation, mais la région aussi. Donc, on est en relation avec encore la DISP ce matin, en échange, pour voir quelles sont les modalités qui seront prises. Je pense plutôt à partir de décembre. Donc, on va regarder comment on sera amené à accompagner à la fois les centres de formation sur cette période d'un mois à peu près hein, qui va concerner donc les centres. On revient vers vous dès lors qu'on a un peu plus d'explicitation de la part de l'administration pénitentiaire. Mais on a bien ça en tête. Voilà. Et puis il y a une dernière question sur le mode de communication des modalités pédagogiques, courrier ou mail. Alors, sur les adaptations pédagogiques que vous pouvez faire dans les formations, effectivement, si vous pouvez nous en informer, j'aurais tendance à dire, si c'est possible, privilégier le courrier, même si vous nous envoyez après ce courrier par boîte mail, hein, peu importe. Mais ça peut être intéressant d'avoir pour nous un courrier spécifique, puisqu'en fait, ça devient une pièce du marché. Vous savez qu'on est quand même dans un cadre marché. Vous avez déposé une offre qui est contractuelle. Cette offre, vous êtes amené à la modifier compte tenu du contexte. Il est toujours plus intéressant de garder trace de ce courrier où vous nous informez de la modification dans le cadre du dossier marché. Après, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Sur le premier, au printemps, lors du premier confinement, on vous avait demandé un cadre d'adaptation assez conséquent avec beaucoup de questions. On avait des exemples et des questions concrètes, des rubriques particulières. Bon, c'était lié à la mise en place de l'arrêté du président où il nous fallait quand même quelque chose d'assez structuré. Aujourd'hui, on est plus dans le droit commun de la formation et du cahier des charges de qualif emploi. Donc voilà, faites un courrier simple, indiquez-nous de manière assez simple les principales évolutions et les adaptations que vous proposez, mais on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi détaillé et d'aussi précis que ce qu'on a pu faire précédemment au printemps.
Ok. Puis, Eh bien, je continue. question autour toujours des courriers qui sont à transmettre. Est-ce le courrier doit être adressé par lot ou par site de production? Par marché. D'accord, Voilà, tout simplement, par merci. marché. Après, si vous avez plusieurs marchés, éventuellement, faites un seul courrier en indiquant les marchés qui sont concernés par les adaptations que vous proposez. Ça, c'est tout à fait possible. On dupliquera le courrier et on le mettra dans chacun des dossiers marchés. Mais en tout cas, il faut effectivement que la référence au numéro de marché soit indiquée. Et sur la modalité, pour compléter, il est précisé, une collègue de la région précise qu'il vaut mieux l'envoyer effectivement sous format courrier, mais par mail, que de faire un envoi papier de courrier. Ça arrivera plus rapidement au service et de Oui, manière bien plus sûr. Et sécurisée. puis, effectivement, c'est plus facile pour nous de gérer Oui. par mail que par courrier papier parce qu'on a une cellule courrier qui est encore active, mais bon, c'est plus compliqué. Une dernière question. Peut-on, dans le respect du cahier des charges, allonger les parcours de formation, Julie? Alors, c'est une bonne question. On est parti quand même du principe, hein, je pense que dans le point sûr, vous avez lu ce paragraphe sur le parcours type. On vous demande, dans la mesure du possible, de ne pas modifier la durée du parcours type tel qu'il était initialement prévu, de manière trop conséquente. Après, si vous bougez de quelques heures, voilà, après, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas modifier trop la durée du parcours, puisque derrière, les heures que vous allez faire en plus, elles doivent rentrer dans la volumétrie des heures du bon de commande qu'on vous a adressé. À ce jour, il y a un volume d'heures de bon de commande qui a été calculé sur un nombre de parcours vis-à-vis d'une durée de parcours type. Si on rallonge tous les parcours, forcément à la fin, il risque de vous manquer des heures et ça peut préempter le démarrage de futures sessions. Donc, globalement, on est plutôt, nous, sur une posture de dire il serait mieux de conserver la durée telle qu'elle était initialement prévue. Alors après, à l'intérieur, on peut peut-être évoluer à la marge, hein, mais pas trop, sinon je pense que ça va être compliqué pour la suite. Après, sur des cas très particuliers où vraiment vous auriez besoin d'heures supplémentaires pour allonger le parcours, prenez contact avec le service et avec les responsables de dispositifs, mais sachez qu'après, on a une volumétrie d'heures que de toute façon, on doit respecter, quoi. Ok. Et il y a encore une question sur l'envoi, le délai d'envoi du courrier avant les adaptations de la formation à distance. Est-ce qu'il faut les envoyer avant? Combien de temps avant? Ou est-ce que ça peut être envoyé une fois que c'est démarré? Non, vous l'envoyez au fil de l'eau, on voit bien le contexte, on fait tous un peu comme on peut, hein, c'est arrivé très rapidement. Donc si vous avez déjà fait les adaptations et que vous n'avez pas encore envoyé le courrier, bah, vous l'envoyez maintenant. Mais on n'est pas sur des logiques de date d'arrivée du courrier qui vous permet de faire les modifications. Vous faites au fil de l'eau. Alors après, évitez de nous envoyer le courrier dans 6 mois, c'est sûr. Mais si on reçoit les courriers dans le mois qui vient, là, il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'on peut démarrer une nouvelle action qualif emploi programme dans le contexte actuel? Et si oui, avec les adaptations qu'on a évoquées, c'est-à-dire sans. Est-ce qu'on fait des adaptations ou sans? Ah ben, vous pouvez faire des adaptations. Je pense que ce qui est intéressant, c'est si on peut poursuivre et entrer de nouveaux stagiaires dans de nouvelles sessions, je pense que ça serait dommage de s'en priver. Bien au contraire, il faut tout faire pour pouvoir continuer la formation. C'est un peu l'esprit global qu'on essaie de donner. Après, soit elle débute dans les conditions initiales parce qu'on ne peut pas faire autrement, soit elle débute avec des adaptations, peu importe. Ouais, j'ai envie de dire que chaque situation est tellement différente pour chaque métier, chaque capacité d'organisme de formation, chaque contexte, que voilà, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit collectivement intelligent pour faire en sorte que tout puisse se poursuivre le mieux possible et qu'on n'ait pas des ruptures dans l'offre de formation ou dans la capacité d'accueil des stagiaires. Ok.
Merci Julie. Je propose qu'on bascule peut-être sur prépa et puis n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur Qualif Emploi Programme tout au long du webinaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure en fin de présentation ou en réponse écrite. Julie, je te laisse toujours la main pour présenter les adaptations ou la continuité, en tous les cas d'accompagnement de la région sur la gamme prépa. Alors, d'abord sur prépa avenir et prépa projet, donc quelques principes, quelques idées clés. Donc, l'idée, c'est effectivement de poursuivre les parcours de formation engagés, c'est-à-dire que tous les stagiaires qui avaient débuté une formation, faire en sorte qu'ils puissent terminer leur parcours. Maximum de contenu à distance, c'est l'esprit de ce qu'on insuffle depuis le début de ce nouveau confinement. Garder du présentiel pour les activités de mise en situation pratique, notamment dans la prépa à venir. On voit bien quand même qu'il y a des choses, on ne peut pas les faire à distance puisque le sens même, c'était le geste et la mise en situation pratique. Idem pour tout ce qui est activités qui permettent de mettre en place une dynamique collective. C'est compliqué de faire une dynamique collective quand on est à distance, à moins d'avoir quelques outils un peu adaptés, mais en tout cas, le présentiel peut être conservé. Globalement, ce que l'on pense, c'est que l'alternance du à distance et du présentiel est probablement la meilleure formule pour la gamme prépa, considérant que pour les publics, alterner du en présence et à distance peut permettre de préparer et d'accompagner la progression des stagiaires. C'est plus facile pour un stagiaire de faire des choses à distance quand on lui a expliqué préalablement, quand on lui a donné de l'autonomie sur l'utilisation d'un outil particulier ou d'une plateforme. Donc, c'est vraiment ce schéma qui nous semble intéressant. Et puis, le dernier point, c'est que l'accompagnement individuel des stagiaires, là aussi, peut éventuellement passer à distance via des outils. Alors, ça peut être tout simplement un coup de fil ou une plateforme ou un outil de visio ou d'interface. Sur l'adaptation des formations pour permettre leur continuité, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on va faire un peu d'alternance présence-distance, tout n'est pas forcément si facile. Les immersions en entreprise, c'est un point vraiment difficile. Vous avez été nombreux à nous le faire remonter. On est sur des gammes prépa où l'idée, c'est vraiment de travailler le projet professionnel des personnes, avoir une baisse des offres potentielles d'immersion et de stage en entreprise, c'est compliqué. Donc, on peut comprendre effectivement que sur ces prestations-là, les durées initialement prévues en entreprise puissent être un peu réduites vu le contexte. Voilà, on va faire comme on peut. Par contre, on vous invite effectivement à trouver toute autre modalité pédagogique qui permette quand même de travailler sur le projet professionnel. On a des choses classiques comme les enquêtes métiers, les intervenants extérieurs qui peuvent peut-être faire une présentation à distance. Voilà, dans la mesure du possible, si on peut trouver des choses pour adapter et réduire ce besoin d'immersion en entreprise, eh bien, on pourra l'accepter sans souci. Là aussi, pour autant, on se dit que dans certains cas, il y a des choses qui peuvent rester assez compliquées et de la même manière que pour Qualif Emploi, une suspension, une prolongation, une modification à hauteur de 15 jours maximum peut être envisagée quand on ne trouve pas d'autres solutions. Si effectivement suspendre la formation une quinzaine de jours et faire les 15 jours plus tard enfin, peut-être que c'est une solution parmi d'autres. Alors, ce n'est pas celle qui nous satisfait le mieux, mais s'il y a besoin, on peut le faire. Et là aussi, cette limite de 15 jours fait qu'on n'a pas d'impact sur l'aide financière qui est versée telle que prévu. Autre point sur lequel on voulait aussi faire un focus, c'est sur l'accompagnement à la qualification, qui est toujours une mesure en cours. Et qui peut être proposé aux stagiaires à l'issue de la gamme prépa. Alors majoritairement pour les jeunes, puisque c'était quand même cette mesure cible public jeune. Néanmoins, on a petit à petit quelques ouvertures sur des publics adultes. On a précisé dans le point sur d'autres capacités, notamment sur les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Quelques territoires sur lesquels les bénéficiaires du RSA aussi peuvent bénéficier d'un accompagnement à la qualification. Donc, n'hésitez pas au maximum à utiliser cette mesure.
la signature du contrat qui normalement devait se faire dans les 15 jours au sortir de la formation prépa, on a étendu ce délai. Ça peut être 15 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être un mois. Si c'est plus facile de commencer un peu plus tard, eh bien on commence l'accompagnement à la qualification plus tard. On garde aussi cette souplesse d'appréciation, puisque l'accompagnement à la qualification concerne des personnes qui ont validé un projet professionnel. Eh bien, on sait que voilà, dans le contexte actuel, quand on sort de prépa, on a pu avoir un mode un petit peu dégradé pour vérifier et valider définitivement son projet. Là aussi, on aura une souplesse, sachant que l'accompagnement à la qualif peut être aussi l'outil qui permet de finaliser une immersion en entreprise qui n'a pas pu se faire pendant la session ou d'autres choses, quoi. Et la réalisation de l'accompagnement à la qualif peut bien sûr se faire à distance et ou en présentiel. On a une souplesse des propositions possibles dans le cadre de cet accompagnement. Débuter des nouvelles sessions et de nouveaux parcours, c'est possible et je vous invite à le faire dès lors que le public est là, est présent. Sur Prépa à venir, on souhaiterait quand même néanmoins que la session, si on démarre de nouvelles sessions, puisse avoir une phase en présentiel au début pour l'accueil des stagiaires, pour la mise en place un peu du collectif, voir un peu les outils, bien comprendre comment ça fonctionne, ce qui va pouvoir se faire en alternance présence-distance. Donc voilà, la phase de démarrage en présentiel nous semble quand même importante plutôt que de partir 100% sur du à distance dès le début. Sur prépa projet, pas de difficulté, on peut faire des nouvelles entrées, y compris à distance lorsque les stagiaires sont en capacité et sont volontaires pour avoir ce type de parcours 100% à distance. Si c'est possible, on peut le faire, pas de souci. Et dans tous les cas, tout ce qui concerne les modalités d'information collective, de recrutement, de sélection, peuvent bien sûr se faire à distance. Dans le contexte actuel, il faut qu'on ajuste aussi nos modalités et nos exigences. Voilà, sur prépa. Alors oui, peut-être sur prépa à venir et prépa projet, donc quelques précisions un petit peu plus techniques. Il n'y a pas de modification des modalités de paiement. Prépa à venir, c'est un paiement à la session terminée et prépa projet, on est sur des acomptes mensuels. Donc pour nous, rien ne change. La formation, dès lors qu'elle est faite à distance ou en présentiel, la session a eu lieu, le parcours s'est déroulé, donc le paiement peut intervenir. Pour la partie formation à distance, on applique une logique de réglementation nationale, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisme de formation, si vous faites du à distance, vous devez pouvoir justifier toute preuve probante que cette formation à distance a bien eu lieu. C'est une copie d'écran, c'est voilà, un document, c'est des ressources liées à la plateforme LMS, peu importe. On a une telle variété de preuves possibles qu'on peut produire beaucoup de choses. Pour autant, vous les conservez, on ne vous demandera pas ces preuves pour le paiement et on ne demande pas non plus de certificat ou d'attestation comme on peut le faire sur les marchés quand on paye à l'heure de formation. Prépa à venir, prépa projet, on ne paye pas à l'heure, donc on n'a pas de certificat ou d'attestation qui relate les heures faites à distance. Vous gardez juste la justification et les preuves que la formation a bien eu lieu, parce que si jamais il y a un contrôle de nous ou de quiconque, il faut quand même pouvoir le justifier. Mais en tout cas, nous, on paiera sur déclaration des heures dans parcours. Donc dans parcours, vous saisissez les heures présentielles dans les heures centres, les heures à distance dans les heures à distance. Et voilà, et effectivement, nous, on paye la session quand elle est terminée sur présentation du bilan pédagogique de la session. Mais il reste important de continuer à saisir les heures, présence et distance dans le logiciel parcours, notamment puisque le service de Marie-Hélène, qui fait le versement des aides financières, s'appuie aussi sur ces déclarations d'heures pour vérifier que le stagiaire est toujours dans une dynamique de formation et qu'il convient de continuer le versement de l'aide financière. Voilà sur prépa à venir, prépa projet. Alors, je vais peut-être enchaîner sur prépa clé et puis on prendra les questions. Oui, vas-y, ouais. Après. Donc, prépa clé, dispositif nouveau qui a débuté au printemps dernier, juste après le confinement. Donc voilà, on avait effectivement pris quelques réflexions déjà et quelques dispositions autour du contexte. Donc l'idée, c'est bien sûr de poursuivre les parcours de formation
à distance dès lors que c'est possible et que surtout les stagiaires sont en capacité de suivre ce type de formation à distance. Alterner Alors, petit souci technique peut-être de connexion. Oui, je pense qu'on a perdu Julie. Ah. Donc Julie a été déconnectée. Tu nous entends, Julie? Oui, excusez-moi, j'ai un truc qui vient de s'ouvrir en même temps. Vous m'entendez là? On t'entend. Est-ce que tu peux réafficher le diaporama, s'il te plaît? Oui, alors le problème, c'est que j'ai deux trucs ouverts. Alors excusez-moi, je vais essayer de trouver une solution. Vous voyez là? C'est bon. D'accord. L'autre a dû. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai un truc, excusez-moi, hein. Non, ça a l'air de marcher. Donc, une poursuite des parcours dans Prépa Clé, adaptée à la difficulté, enfin aux spécificités des publics et des parcours. Sur les dispositions du marché, on est bien effectivement sur ce qui était prévu dans le CCAP et le CCTP. Hein. On avait fait une mise à jour de ces cahiers des charges au moment de la notification en juin dernier, ce qui nous avait permis effectivement de préciser des choses autour de la formation à distance et d'indiquer qu'effectivement, la formation à distance était possible dans ce dispositif. Et comme on est sur un dispositif qui est payé à l'heure stagiaire, effectivement, là aussi, on a besoin d'une attestation individuelle d'assiduité. C'est comme ça qu'elle a été nommée dans le cahier des charges. Alors, grosso modo, c'est à peu près la même chose que le certificat de réalisation qu'on va trouver dans Qualif Emploi, qui est le modèle national. Il porte juste un autre nom, mais il est bien établi par l'organisme de formation qui conserve les preuves de par vers lui de la réalisation de la formation. Il établit cette attestation. Il est signé par l'organisme de formation, pas nécessairement par le stagiaire. C'est une souplesse quand même qui va nous aider dans le contexte actuel. En revanche, sur Prépa Clé, vous pouvez conserver ces attestations et elles ne vous seront demandées que quand on sera sur un contrôle par échantillonnage des heures. Sur le qualifiant, on vous demande les certificats de réalisation systématiquement, de la même manière que vous envoyez les émargements systématiquement avec votre facture. Sur Prépa Clé, vous n'envoyez pas tous les émargements, donc vous n'envoyez pas toutes les attestations, vous les gardez et on vous les demandera quand on effectuera des contrôles de saisie des heures et de facturation. Sur le logiciel Parcours, vous saisissez les heures présentielles en heures centres, les heures à distance en heures à distance, et on prend l'ensemble de ces heures pour pouvoir faire le paiement sur la base du coût horaire contractuel. Là aussi, on viendra vous repréciser tous ces éléments techniques dans une petite notice qui vous aidera à comprendre les différences entre les cahiers des charges. Voilà. Merci Julie. On va prendre quelques questions qui ont été posées pendant ta présentation, notamment sur, bien sûr, prépa, et je crois qu'il y avait quelques questions aussi complémentaires par rapport à Qualif Emploi, et notamment Qualif Emploi à distance. Marie-Hélène, je te laisse peut-être démarrer. Oui, alors si je reprends les dernières questions, après on remontera un petit peu. Il y avait effectivement des questions pour savoir si Qualif Emploi à distance, est-ce que les modalités par rapport au stage en entreprise sont les mêmes que pour Qualif Emploi Programme? C'est une bonne question. Les modalités, enfin oui, j'ai envie de dire que oui, puisque alors on n'a pas fait d'éléments particuliers sur le qualif emploi à distance, mais c'est vrai que les périodes entreprises dans le qualif emploi à distance vont potentiellement être aussi compliquées, d'autant plus que sur certains métiers, c'était un peu ce qui compensait, elles sont nécessaires par rapport à la question du geste technique ou des choses comme ça. Donc oui, je pense que si vous avez besoin d'adapter des choses dans le qualif emploi à distance autour de la période en entreprise, faites-le, informez le responsable de dispositif.
Mais il faut que là aussi, on trouve des souplesses pour permettre le plus possible la continuité et la finalisation des parcours de formation. Alors, je crois qu'on a prévu, les collègues ont prévu un temps d'échange avec les organismes de formation du Qualif Emploi à distance. On pourra éventuellement réévoquer aussi ce sujet avec vous. Voilà. Il y a une question complémentaire sur le Qualif emploi à distance par rapport au coût horaire de formation. Le fait de passer... Non, ça doit être pour le Qualif emploi programme, pardon. Le fait de passer en distanciel ne modifie pas le coût de la formation, le coût horaire dans le Qualif emploi. Non. Non, s'il y a bien quelque chose qui est relativement figé dans le cadre d'un marché public, c'est le coût horaire qui a été contractualisé. Et donc, non, il ne bougera pas que ce soit en mode formation en centre présentiel ou à distance, on applique le même coût horaire. Okay. Merci. Donc pour revenir peut-être sur prépa, c'est une question qui était posée. Alors peut-être que c'est sur prépa et qualif emploi. Pouvons-nous, dans le cadre d'un réaménagement d'emploi du temps hebdo, par exemple passer de 35 à 30 heures, libérer des heures centres pour les déployer sur des semaines entreprises? C'est un schéma intéressant. Je réfléchis en même temps pour ne pas dire de bêtises, mais j'aurais tendance à penser que oui. Alors le passage de 35 heures à 30 heures, je vais demander à Marie-Hélène, mais il me semble que ça ne modifie pas trop la question de l'aide financière. Et du point de vue du volume d'heures en centre, on réfléchit sur la totalité du parcours. Donc si on étire un petit peu la durée du parcours parce qu'on passe des périodes, oui, encore en même temps non, parce que vous remplacez sur la période en entreprise. Je repréciserai par écrit ce modèle, mais à vue comme ça me semble plutôt une idée assez positive, quoi. Très bien. Oui, ce qui est sûr, c'est que effectivement, de passer de 35 à 30, ça peut allonger un peu le parcours, mais dans ce cadre-là, effectivement, l'aide financière ne sera pas revue, le nombre de versements de l'aide financière ne sera pas revu, mais on regardera plus précisément, effectivement, les réponses. Ouais. Peut-on remplacer les périodes en entreprise par des immersions sur plateau pédagogique technique? Et les impacts d'un point de vue financier, Julie? Oui, oui, je vois bien la question. Effectivement, c'est plutôt intéressant quand on ne peut pas faire une période en entreprise de proposer aux stagiaires une immersion en plateau technique. Donc, si vous voulez le faire et si vous pouvez le faire, je vous invite, oui, à proposer ce type de modification. Par contre, je préfère être assez précise là-dessus. Les heures en plus qui seront faites dans le cadre de l'immersion en plateau technique ne seront pas considérées comme des heures centres, puisqu'effectivement, ça reviendrait à augmenter la durée du parcours en heures centres et par rapport à la volumétrie d'heures achetées dans le cadre du bon de commande, on va se retrouver sur le même problème que tout à l'heure. Donc, ponctuellement, si vous souhaitez accueillir les stagiaires en plateau technique, oui. Par contre, ayez en tête qu'on ne pourra pas substituer ces heures entreprises en heures centres et vous les payez dans le cadre du tarif des heures centres. Il y a des questions aussi sur le certificat. Donc, on a parlé de 2 certificats. Le certificat de réalisation des formations qui ont lieu à distance, est-ce qu'il doit être signé par l'organisme de formation et le stagiaire? Tout à l'heure, tu précisais, Julie, que le certificat d'assiduité pour la formation à distance pouvait être signé par le stagiaire. Est-ce que tu peux préciser ces 2 cas, s'il te plaît? Alors, en fait, que l'on parle du certificat de réalisation dans le cadre des heures à distance de Qualif Emploi Programme ou que l'on parle de l'attestation d'assiduité dans le cadre de prépa clé, quand on regarde le modèle qui est proposé au niveau national et la réglementation nationale, en tout cas de ce que nous, on en a compris et interprété, c'est qu'il doit être signé par l'organisme de formation, en tout cas par le représentant dignement habilité dans l'organisme de formation, mais pas nécessairement par le stagiaire. Donc, le certificat que l'on vous demande dans Qualif Emploi Programme, vous n'avez pas obligation de le faire signer par le stagiaire et idem dans Prépa Clé, pas besoin de faire signer par le stagiaire.
C'est vraiment en tant qu'organisme de formation, c'est vous qui attestez que cette formation a bien eu lieu et vous fournissez cette attestation ou certificat de réalisation aux financeurs de la formation. Est-ce que des heures faites à distance ne seront pas impactées par un forfait comme au premier confinement? Donc, Julie, on a bien précisé qu'on était dans un cadre différent puisque cette fois-ci, la formation peut se faire en continu dans le centre et aussi à distance. Mais pour nous, on reste dans le cadre classique. Tu as parlé de la... Il n'y a plus du tout de logique de forfait. D'accord. Est-ce que, Marie-Hélène, tu avais d'autres questions de ton côté? Oui, alors il y a une question qui concerne alors, les prépas à venir adultes, mais qui pourrait peut-être être posée de manière plus générale sur les personnes qui n'ont pas du tout d'expérience sur l'utilisation d'un ordinateur. Le fait de dire que du coup le présentiel sera à privilégier. Donc voilà, quelles seraient les autres solutions si la formation... Voilà. Mais effectivement, hein, c'est vraiment pour ce type de public. Alors, soit effectivement parce que les personnes ne sont pas très aguerries, ne savent pas utiliser, n'ont pas ce socle de compétences numériques suffisant pour avoir une autonomie de formation à distance, soit parce qu'ils n'ont pas du tout l'outil chez eux, ils ne sont pas équipés avec un ordinateur ou un équipement qui permette de faire la formation à distance. Donc, pour ces personnes-là, on ne va pas exiger du à distance. Dans la mesure du possible, on continue à les accueillir en centre de formation. Après, ça nous incite, nous, peut-être, dans les contenus de formation, à se dire que la priorité, c'est aussi de permettre à ces stagiaires de s'aguerrir sur l'utilisation d'un outil numérique. Et non, ils seront en centre de formation. Dans les orientations qui ont été données par le ministère, on dit bien que toute personne qui n'a pas la capacité ou le potentiel pour suivre la formation à distance peut être accueillie en centre. Donc, c'est relayé par effectivement les questions qui sont posées autour de l'accessibilité, de l'équipement. On essaie du côté peut-être aussi du service territorial emploi-formation, les collègues sur les territoires sont en lien avec certains organismes qui favorisent le réemploi d'équipements de matériel informatique. Vous avez vu qu'on a communiqué autour de l'initiative avec Défi sur le Morbihan. Je crois qu'il y a d'autres organismes aujourd'hui qui sont aussi en lien avec nous pour pouvoir favoriser le prêt d'outils informatiques vis-à-vis des stagiaires de la formation. Alors ça commence tout juste, on va essayer d'amplifier cette possibilité, mais à l'heure actuelle, voilà, on est sur quelques territoires où on favorise ce rapprochement aussi entre ces associations ou collectivités avec vous, organismes de formation, pour faciliter, si vous ne le faites pas déjà d'ailleurs, faciliter le prêt d'équipements informatiques. Peut-être se mettre en lien, mais vous le faites aussi forcément sur les territoires, en lien avec les tiers-lieux et donc d'accès à la formation à distance. Bon, ce qui ne remet pas effectivement la problématique et la difficulté pour les publics de pouvoir maîtriser aussi les outils informatiques, ça reste prégnant. Donc, on est conscient de tous ces aspects. On est dans une période de confinement qui permet toujours l'accueil en continu dans vos centres de formation. Donc, ça permet quand même à ces personnes, j'imagine, de pouvoir rester en activité de formation avec vous. Et à côté de ça, on essaie de travailler au mieux sur la notion d'accompagnement depuis les territoires et de la mise en relation entre les organismes qui font du prêt et puis votre activité formation. Je ne sais pas, Marie-Hélène, de ton côté, on avait épuisé un peu les questions qui étaient posées, je crois. Oui, je pense, oui, on a fait le tour. D'accord. On continuera. S'il y avait des questions qui relevaient à la fois de qualif emploi programme, de prépa, n'hésitez pas à poursuivre les questionnements sur la messagerie. Je vais laisser la parole à Michel Bougot qui va nous préciser les informations relatives aux actions territoriales. Voilà. Bonjour à tous. Donc, concernant les actions territoriales, donc on est sur le mode subvention. Les grands principes qui ont été exposés restent les mêmes, c'est-à-dire que la formation à distance
est privilégiée avec le maintien des conditions actuelles quant à l'aide financière. Hein, donc, on les a évoquées à 2 reprises, c'est-à-dire pas de suspension inférieure à 15 jours pour qu'il n'y ait pas d'effet sur l'aide financière des stagiaires. Ce qui diffère dans le mode subvention par rapport au marché, c'est la convention, c'est l'acte juridique. Donc, on est là sur une convention. La bonne nouvelle dans ce contexte, c'est que les conventions que l'on passe le sont pour des périodes relativement conséquentes, hein, puisque c'est une convention est conclue pour une période de 4 mois, et notamment les comptes rendus financiers doivent être fournis dans les 24 mois qui suivent la signature de la convention. Donc, ce sont des périodes conséquentes qui permettent de conduire l'action, même s'il peut y avoir quelques difficultés, quelques retards à un moment donné. L'autre élément aussi, c'est que pour ces conventions, on verse un acompte au démarrage, une fois la signature de la convention intervenue, donc pas non plus de changement par rapport à cette clause qui est prévue dans l'acte que l'on signe ensemble. Donc, par contre, en cas de difficulté, il peut y avoir des difficultés de différents ordres d'ailleurs. Elles peuvent être légères comme un peu plus complexes. Si c'est une difficulté un petit peu complexe comme l'accueil en entreprise que l'on évoquait tout à l'heure, mais ça peut être aussi un problème de sourcing. Donc là, on va essayer de trouver une solution au cas par cas. Votre contact pour trouver une solution, la porte d'entrée, c'est le chargé de développement territorial emploi-formation, votre CDTEF référent pour votre territoire, et donc qui a suivi la mise en place de l'action avec vous au départ. On essaiera de trouver une solution pour éviter qu'il y ait une suspension de l'action, donc là aussi pour éviter les effets, notamment pour les stagiaires. Et donc, c'est le CDTEF qui fera le lien avec le service du siège, hein, donc le STEF, Service territorial emploi formation. Donc, ça, c'est pour des difficultés relativement lourdes. Il peut y avoir des difficultés un peu plus légères qui peuvent tout simplement conduire à suspendre une action pendant 8 jours ou à différer le début d'une action, d'une session qui devait commencer au mois de novembre ou peut-être début décembre. Dans ces cas-là, il faut absolument que l'on soit prévenu aussi au niveau du siège. Donc, on va garder la même porte d'entrée pour que ce soit plus simple pour vous, mais au siège, il faut que l'on soit absolument prévenu, puisque si une action démarrait 8 jours plus tard, l'aide financière du stagiaire est elle aussi impactée. Et donc, nous, on a nos obligations par rapport à cela à mettre en œuvre. Si vous ne pouvez pas avoir un contact pour une raison ou une autre avec votre CDTEF à un moment donné, vous avez toujours la possibilité de vous adresser au STEF, au siège, sur la boîte générique. Donc, c'est très simple, stef@bretagne.bzh. Voilà pour les éléments généraux au titre des actions subventionnées, mais on reste à votre disposition pour toute étude au cas par cas s'il y avait besoin de passer un avenant à un moment donné pour une action territoriale. Mais en général, on a vu grâce à la première période de confinement, que le nombre d'avenants, même si là le confinement était sur une période plus longue, le nombre d'avenants était resté limité. Donc il y a toujours des solutions que l'on peut trouver ensemble. Merci Michel. Je propose qu'on continue avec Marie-Hélène et on va revenir sur les questions qui seraient posées ensuite. Alors, sur le qualif emploi individuel, rien de bien non plus exceptionnel. On est dans la continuité puisque les principes sont les mêmes. On va privilégier aussi la formation à distance. On maintient les conditions actuelles sur l'aide financière. Et pour tout ce qui est formation à distance, on vous propose de vous référer au paragraphe qui est précisé donc dans le point sûr pour le qualif emploi programme. En tout cas sur la définition des éléments de preuve de la formation à distance, puisque ce sont les mêmes, c'est la même règle qui s'applique. Petite précision, ces éléments, on vous demande de les avoir par devers vous. On ne vous demande pas de nous les fournir, en fait, sur l'aide individuelle. On ne vous demande pas de les fournir ni au moment du paiement, ni au moment de l'adaptation. Par contre, on vous demande de les conserver parce qu'il se peut que, à la fin de la formation, on puisse ou demander, voilà, faire un contrôle, ou nous, ou un autre service, ou s'il y avait un souci avec un stagiaire, il faut que les choses soient bien formalisées.
Si vraiment vous rencontrez des difficultés qui doivent nécessiter une suspension prolongée de la formation par rapport à des situations individuelles particulières, à ce moment-là, on vous demande de contacter le service accompagnement des personnes dont le mail est indiqué dans le point sûr pour pouvoir nous poser la question et adapter en tant que de besoin la formation. Ensuite, voilà. Donc on n'a pas fait effectivement je continue juste un tout petit peu, on n'a pas fait de diapositive sur l'aide financière, mais pour l'aide individuelle, voilà, l'aide financière, vous avez compris elle est maintenue dans des conditions normales de formation. À partir du moment où cette aide, elle est définie sur un projet de formation, et à partir du moment où la personne poursuit toujours son projet de formation, l'aide est maintenue. Si bien sûr pour des raisons X ou Y, la personne devait arrêter sa formation, bien sûr, l'aide s'arrête, mais là on retrouve des règles classiques de fonctionnement de l'aide financière. Un dernier petit point, on a fait une information au niveau des publics et des stagiaires cette semaine. On a envoyé vendredi dernier, donc fin de semaine dernière, ce qu'on appelle une newsletter. C'est un message qu'on a envoyé aux stagiaires qui bénéficient actuellement de l'aide financière. Sur leur boîte mail, on leur envoyait un message qui disait les grandes lignes suivantes. On leur disait que leur aide financière était maintenue à partir du moment où ils poursuivaient la formation, que selon la réglementation, effectivement, la formation se poursuivait, que ce soit en présentiel ou à distance. Et pour des questions, en fait, on leur demandait de se rapprocher de vous pour voir s'il y avait des adaptations possibles. Voilà, ce message, il est mis sur la diapositive. On vous a mis l'intégralité du message qu'on a envoyé aux stagiaires. Donc ça concernait 2740 personnes. Le message de cette même teneur, on va dire, va être envoyé très prochainement aux partenaires emploi-formation des territoires en disant qu'effectivement la région continue aussi à accueillir et informer les publics sur la formation professionnelle. En effet, ça c'est une différence avec la première période de confinement où le service d'accueil téléphonique de la région, en tout cas de la formation professionnelle, est toujours ouvert et les collègues répondent au téléphone des demandeurs. Et que la région maintient l'aide financière aux stagiaires de la formation professionnelle. Voilà les grandes lignes des messages. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter ces messages. Oui, rappelez que les principales mesures qui seraient prises par la région figureront sur le site de la région, sur la page d'ailleurs de Garde, je crois, spéciale Covid-19, sur le champ formation continue. Mais de toute manière, nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour évoquer toute nouvelle mesure qui serait prise par la collectivité pour vous accompagner ou accompagner les stagiaires. Peut-être, merci Marie-Hélène, merci Michel, revenir quand même sur quelques questions qui nous sont encore posées, un certain nombre. Je crois que j'ai vu sur Qualif Emploi Programme, Julie, à distance. Il semble qu'il faille l'accord préalable des stagiaires. Est-ce que tu confirmes, pour démarrer une action en tous les cas, il faudrait l'accord préalable des stagiaires? Est-ce que tu confirmes cette information ou est-ce que ça se passe comme d'habitude finalement? Sur le Qualif Emploi à distance, donc le programme spécifique du Qualif Emploi où les formations sont à distance, la quinzaine de marchés que l'on a, on n'a pas de disposition particulière, donc les sessions démarrent. On avait donné une souplesse, notamment certaines sessions, les organismes, parce que c'est au moins 80% à distance et 20% possible en présentiel. Donc certains organismes avaient, notamment en début, proposé de démarrer en présentiel. Donc on a dit, voilà, si vous voulez démarrer tout à distance, faites-le si c'est possible. Après, je ne vois pas de point particulier relatif à l'accord du stagiaire de démarrer. Donc voilà, reposez, on regardera si vous pouvez. Visiblement,
La question était pour Qualif Emploi Programme, je pense, dans les nouvelles modalités, par rapport à des nouvelles modalités d'adaptation qui n'étaient peut-être pas prévues au départ. Est-ce qu'il faut à ce moment-là recueillir l'accord du stagiaire? Je pense que c'est ça la question. Oui, c'est sûr que si vous avez fait le recrutement et que vous avez présenté une formation en présentiel et que le jour du premier jour de formation, on passe tout à distance, je pense qu'il est préférable quand même d'avoir cette information auprès des stagiaires, de s'assurer qu'ils sont en capacité de suivre la formation à distance. Enfin, en tout cas, je peux comprendre que du point de vue du stagiaire, c'est important d'être informé des éventuelles modifications. Après, vous êtes aussi légitime vis-à-vis des stagiaires d'expliquer que le contexte national et les orientations du ministère demandent effectivement à ce que les formations soient le plus possible passées à distance. Et je pense que l'information qu'on a fait passer auprès des stagiaires, c'est ce sens-là aussi, c'est que les stagiaires comprennent que bon an, mal an, on essaie de poursuivre la formation et qu'il faut eux aussi qu'ils acceptent qu'il y ait une partie qui se fasse à distance, le cas échéant, quoi. Il Merci, est toujours Julie. préférable d'informer avant. Sur les émargements, une question qui est posée par rapport à Qualif Emploi Programme, toujours. L'émargement présentiel doit être individuel. Nous avons actuellement des feuilles d'émargement hebdomadaires avec tous les stagiaires sur une même feuille qui signent chacun à la demi-journée. Est-ce que cela convient toujours? Alors, si normalement, c'est le format d'émargement que vous avez utilisé depuis le début du Qualif Emploi Programme, si avec le gestionnaire qui suit votre marché, il a été validé et accepté en tant que tel, normalement, il n'y a rien qui change, quoi. Donc après, peut-être que vous joignez les 4 fiches hebdomadaires et ça constitue le mensuel et on s'y retrouve. L'objectif de l'émargement individuel mensuel, et c'est pour ça qu'on le nomme nous comme ça, c'est qu'à un moment, on doit facilement, pour chaque stagiaire, trouver le nombre d'heures qui ont été émargées et s'assurer que ce nombre d'heures est bien celui que vous avez saisi dans Parcours. C'est pour ça qu'on le demande en mensuel individuel. Après, il y a des formats différents par chaque OF. À partir du moment où ça a été validé chez nous par le gestionnaire qui suit votre marché, pour moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Marie-Hélène, une question pour toi, je Oui, crois. je l'ai vu. De l'aide financière et d'une personne qui serait positive à la Covid-19. Quel impact finalement sur l'aide financière pour cette personne, si j'ai bien compris la question? Dès lors qu'il y a un isolement qui a été aussi qui a été comment dire prescrit. Oui. Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend comment cet isolement est réalisé. Si la personne est à l'isolement et que pendant cette période, elle peut quand même continuer à suivre la formation à distance, tout dépend de son état de santé. Si elle est en forme et qu'elle peut continuer la formation à distance, finalement, il n'y aura pas d'impact ou peu moins d'impact sur sa formation et sur l'aide financière. Après, si elle est à l'isolement, si c'est 14 jours ou 15 jours, finalement, elle sera dans le versement de l'aide financière. Il y a une autorisation. Vous savez qu'on ne décompte pas les jours d'absence de la personne. Si la personne s'absente 15 jours et revient ensuite poursuivre sa formation, il n'y aura pas d'impact pour le versement de son aide financière. Si toutefois son arrêt, au vu de son état de santé, devait se prolonger et puis ça devait remettre en question la suite du suivi de sa formation et de son projet, bien évidemment, ça peut être considéré comme un arrêt de formation et à ce moment-là, on arrête le versement de l'aide financière. Merci. Il y avait une question un peu au-dessus aussi sur un qualif emploi individuel, la question d'une formation où il y a de l'alternance centre et entreprise, et l'entreprise fait l'objet d'une fermeture administrative. J'ai envie de dire, ça rejoint un petit peu les modalités d'organisation présentées par Julie pour le collectif. Si cette période en entreprise peut être remplacée par le centre de formation par des périodes en plateau technique ou remplacée momentanément par des périodes finalement
de centre et que la période d'entreprise est reportée plus loin, ça n'aura pas d'impact non plus. Après, s'il y a un arrêt à un moment donné, si c'est une quinzaine de jours, il n'y aura pas d'impact. Si c'est beaucoup plus grand et que ça peut impacter tout le projet, à ce moment-là, il vaudrait mieux contacter le service et voir la situation plus précisément. Enfin, une dernière question, puisque nous allons bientôt terminer cette séquence. Donc là, je relate l'information. Nous avons eu le cas d'un stagiaire absent 2 jours pour ces raisons. J'imagine que c'est pour les raisons de Covid, mais qui ne pouvait pas suivre la formation. Cela impacte-t-il le financement de l'organisme de formation? Alors, ça dépend du cadre, j'imagine, mais à brûle-pourpoint, Julie, comme... Tout dépend la formation. Si c'est une formation qualif emploi programme ou prépa clé qui sont payés à l'heure, effectivement, là, l'organisme de formation ne sera pas payé des heures qui n'ont pas été faites pendant ces 2 jours, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est la difficulté pour l'organisme de formation. Par contre, si on est sur un stagiaire qui est dans une gamme prépa avenir ou prépa projet, là, de toute façon, on paye à la session globalement, donc il n'y a pas d'impact sur le paiement de l'organisme de formation. La personne vient de me préciser que c'est sur qualif emploi, programme, j'imagine. Donc, qualif emploi programme, effectivement, il n'y a pas, vous ne pouvez pas déclarer les heures ni à distance ni en émargement, donc elles ne peuvent pas être saisies dans parcours, donc elles ne peuvent pas être payées. C'est le marché qui est à leur formation. D'accord. Ok, écoutez, alors un petit dernier message. Non, c'était pour confirmer. Voilà, merci pour cette confirmation, Julie. Je crois qu'on a regardé avec Marie-Hélène l'ensemble des questions qui étaient posées. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous et avec les responsables de dispositifs ou avec le service accompagnement des personnes ou bien le service territorial emploi-formation pour poursuivre peut-être des échanges et des questions plus techniques encore que vous vous poseriez sur la réalisation des formations ou sur l'accompagnement des stagiaires. On avait des questions relatives à la newsletter qui pourraient être aussi communiquées au centre de formation, mais Marie-Hélène, je crois que c'est ce que tu as aussi proposé tout à l'heure. Cette newsletter sera transmise à l'ensemble de nos partenaires emploi-formation. Oui. Je ne sais pas, est-ce que les collègues, vous aviez des compléments d'informations à fournir à ce moment du webinaire? Sinon, on va pouvoir conclure. Julie, pour toi, c'est bon? Non, c'est bon. Juste redire que sur les aspects vraiment très techniques, on vous enverra probablement jeudi ou vendredi un petit document. Alors, on l'adressera peut-être directement aux gestionnaires qui sont en gestion directe des marchés chez vous et qui sont les interlocuteurs des gestionnaires du pôle gestion. Donc, on fera des envois un peu ciblés dans ce sens. Merci. Marie-Hélène, est-ce que tu avais des compléments à fournir par rapport à… Non, pas sur le sujet du jour. Sur les échanges qu'on a pu avoir. Voilà, sur les échanges. Juste peut-être, si je peux préciser, faire de la publicité, on propose un prochain webinaire le 24 novembre sur l'aide financière. Et vous avez dû avoir une invitation qui est partie ce matin. N'hésitez pas à la diffuser auprès des personnes dans vos centres de formation qui remplissent les dossiers avec les stagiaires, qui suivent les dossiers en termes de gestion. On pourra revenir sur des situations et sur des questions que vous aurez plus précisément. Merci. Merci Marie-Hélène. Et Michel, de ton côté, est-ce que tu avais d'autres informations? C'est bon? Bon, merci. Donc, on nous demande si la présentation, enfin le support de présentation sera communiqué. Bien sûr, on pourra vous le communiquer dans la foulée de ce webinaire. Vous dire qu'on sera peut-être amené à organiser et programmer un nouveau webinaire dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. On espère tous qu'il va s'améliorer. J'espère que vos équipes et vous-même allez bien en ce moment et que vous allez continuer à vous porter bien pour poursuivre l'activité de formation. Voilà ce que j'avais simplement à vous redire. Merci en tous les cas pour votre collaboration et faire en sorte que la continuité de ce service public cher à la région Bretagne puisse se poursuivre. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous si vous souhaitez des informations plus précises.
Voilà, j'espère qu'on a tenu le timing. C'était court. Ce sont des principales informations, mais on reviendra vers vous sous différentes modalités dans les prochains jours, prochaines semaines. Prenez soin bien de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.